Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va recommencer cette conférence en biochimie qui n'est pas vraiment de la biochimie. En fait, on va vous présenter. Donc, c'est une conférence, vous avez vu, on est deux, donc c'est une conférence en duo. On va vous présenter un très joli métier qu'on exerce toutes les deux, qui est le métier de radiopharmacienne. Alors, moi, je m'appelle Anne-Sophie Salabert. Donc, je suis radiopharmacienne et je suis maître de conférences universitaires et praticien hospitalier. On appelle ça MCUPH. Donc MCU pour maître de conférences universitaires, ça veut dire que j'enseigne à l'université et dans mon cas à la faculté de pharmacie et que je suis également chercheuse et donc je suis intégrée dans une équipe INSERM, donc l'INSERM, l'Institut national de recherche en santé médicale et je suis dans une unité qui s'appelle TONIC pour Toulouse, le nom de la ville, Neuroimaging Center, donc on va parler d'imagerie médicale et d'imagerie cérébrale. Et pour le côté PH, praticien hospitalier, donc j'exerce le métier de radiopharmacien au CHU de Toulouse. Et je vais laisser, pendant les 20 premières minutes, ma consoeur, le docteur Marie Borin, vous présenter le métier de radiopharmacien. Bonjour, Marie Borin, je suis radiopharmacienne également et doctorante au sein de la même unité INSERM et j'exerce aussi en parallèle au CHU de Toulouse. Donc je vais introduire cette présentation sur le métier de radiopharmacienne. Donc c'est l'art de préparer les médicaments radioactifs. Donc qui dit médicaments radioactifs dit radioactivité. Donc je vais faire tout d'abord un tout petit peu d'historique de cette discipline, qui a commencé à la fin, les premiers travaux ont commencé à la fin du 19e siècle, en 1896, avec un physicien allemand, Wilhelm Röntgen, qui a découvert un petit peu par hasard les rayons X. En fait, il travaillait sur la nature de l'électricité et il travaillait sur une ampoule qu'on appelle une ampoule de Crookes qui était traversée par un courant électrique dans un gaz à basse pression. Et en fait, il étudiait les rayonnements émis par cette ampoule. Et pour cela, il utilisait une plaque photographique et il interposait des objets entre cette ampoule et sa plaque photographique. Et en fait, il s'est rendu compte que quand il interposait des objets, eh bien, les rayons émis par l'ampoule traversaient plus ou moins l'objet en fonction de l'épaisseur de l'objet et allaient imprimer la plaque photo derrière. Et en fait, tout simplement, quand il a remplacé ces objets par la main de sa femme, eh bien, il a réalisé la première radiographie. Et la découverte de ces rayonnements, il appelait rayons X parce qu'il n'en connaissait pas vraiment l'origine, eh bien, ça lui a valu le prix Nobel de physique en 1901. Très peu de temps après, un autre physicien, Henri Becquerel, s'est intéressé à ces rayons X et a voulu les comparer avec des rayonnements émis par des sels d'uranium. Donc à l'époque, il pensait qu'il fallait exposer les sels d'uranium à la lumière du soleil pour qu'ils émettent un rayonnement. Et donc, un jour où il n'y avait pas de soleil, tout simplement, il a mis ses sels d'uranium et sa plaque photographique dans un tiroir qu'il a fermé. Il a laissé ça plusieurs jours, il les a un petit peu oubliés. Et quand il a réouvert son tiroir, il s'est rendu compte que la plaque photo s'était noircie et que donc les sels d'uranium émettaient des rayonnements et qu'il n'y avait pas forcément besoin de lumière pour ça. Et donc il a découvert l'émission spontanée de ces rayonnements par les sels d'uranium et c'est donc la découverte de la radioactivité, ce qui lui a valu le prix Nobel de physique en 1903. Qu'il a partagé avec Pierre et Marie Curie qui, durant la même période, ont isolé le radium et le polonium à partir d'un minerai qu'on appelle la pêche blinde, qu'ils ont trouvé, c'était dans des mines d'uranium en Ukraine. Et c'est eux qui ont inventé vraiment le terme de radioactivité. Radioactivité, ça vient de radium. Et la radioactivité, c'est la propriété qu'ont certains éléments qui sont dits instable, de se transformer en un autre élément plus stable. Et pour cette transformation, ils vont émettre un rayonnement. Donc quelques années après, la fille de Pierre et Marie Curie, Irène, et son mari Frédéric Joliot ont découvert la radioactivité induite et la radioactivité artificielle, c'est-à-dire que l'uranium radioactif, il est présent à l'état naturel, et en fait, ils ont montré qu'on était capable de créer artificiellement des éléments radioactifs. Et ce sont les premiers qui ont commencé à parler aussi de l'usage de la radioactivité dans le milieu médical.
Donc, à la suite de ces premières découvertes, donc, on a vu émerger donc, toutes les techniques d'imagerie qu'on connaît aujourd'hui, donc avec en 1950 le premier scanner, la première scintigraphie par émission monophotonique en 1957, en 1973 la première image d'IRM et en 1980 donc la première tomographie par émission de positons, qui est aussi un autre type de scintigraphie. Donc on reviendra un petit peu sur ces techniques tout à l'heure. Et donc ces différentes techniques d'imagerie sont basées sur l'utilisation de rayonnements. Donc les rayonnements, si on prend par exemple donc, les rayonnements électromagnétiques et qu'on les classe en fonction de l'énergie que ces rayonnements transportent, vous avez des rayonnements qui vont transporter très peu d'énergie et des rayonnements qui en transportent beaucoup. Donc les rayonnements qui vont transporter très peu d'énergie, ça va être les ondes radio, les micro-ondes, et puis quand on augmente en énergie, on a les rayonnements infrarouges, puis les rayonnements qui sont dans le domaine du visible, l'UV, puis les rayons X et les rayons gamma. Si on regarde un petit peu l'énergie que ces rayonnements transportent, pourquoi c'est important ? C'est parce qu'à partir d'une certaine énergie transportée par ces rayonnements, on va pouvoir parler de rayonnement ionisant, c'est-à-dire qu'un rayonnement ionisant, c'est un rayonnement qui transporte suffisamment d'énergie pour aller, lorsqu'il va rencontrer un atome, donc un atome c'est un noyau et des électrons qui gravitent autour, et bien il va aller, en percutant cet atome, réussir à aller lui arracher un électron. Bon, vous allez me dire, quelle est la conséquence de ça ? En fait, si cet atome il fait partie d'une molécule d'ADN, eh bien, les rayonnements ionisants ils vont être capables de léser, d'abîmer ces molécules d'ADN et de casser un ou les deux brins d'ADN. Donc vous avez des techniques d'imagerie qui sont basées sur l'utilisation de rayonnements non ionisants, comme l'IRM ou l'échographie, et vous avez des techniques qui sont utilisées, des techniques d'imagerie qui utilisent des rayonnements ionisants, comme la radiographie, le scanner ou encore la scintigraphie. Donc pour la radiographie et le scanner, la source de rayonnement ionisant, elle va être à l'extérieur du patient. Et pour les scintigraphies, la source de rayonnement, cette fois, elle va être à l'intérieur du patient. C'est-à-dire que c'est donc une source qu'on va injecter. Et pour injecter une source de rayonnement ionisant, on va utiliser donc un médicament radiopharmaceutique. Donc un médicament radiopharmaceutique, c'est un médicament qui, lorsqu'il est prêt à l'emploi, contient un ou plusieurs isotopes radioactifs dénommés radionucléides incorporés à des fins médicales. Et donc ces médicaments radiopharmaceutiques, on les appelle comme ça, on va pouvoir les utiliser donc, en fonction de l'isotope qu'on va utiliser, plutôt pour un usage diagnostique. Donc on va chercher à repérer, à détecter ces rayonnements à l'extérieur de l'organisme du patient, ou on va pouvoir les utiliser dans un but de thérapie. Donc en règle générale, ce sera dans le but de détruire un tissu, donc plutôt dans le domaine de l'oncologie. Donc ça, le diagnostic et la thérapie qui utilisent des médicaments radiopharmaceutiques, c'est ce qu'on appelle la médecine nucléaire. Donc en médecine nucléaire, on fait du diagnostic, de la thérapie. Donc en fait, qu'est-ce qui va faire qu'on va utiliser certains médicaments plutôt pour du diagnostic ou plutôt pour de la thérapie ? C'est le type de rayonnement qui va être émis par notre isotope radioactif. Donc tout à l'heure, j'ai parlé d'ondes électromagnétiques, mais en fait, il y a certains isotopes radioactifs qui vont être capables d'émettre ce qu'on appelle des rayonnements donc, particulières. Ce sont des rayonnements qui ont une masse, une certaine masse, donc ce sont des particules. Et leur particularité, c'est que quand ils vont être émis, à la différence d'une onde électromagnétique, eux, ils ne vont pas aller très très loin dans la matière. En fait, ils vont être très rapidement arrêtés, ils vont interagir avec le milieu. Par contre, ils vont déposer beaucoup d'énergie dans le milieu. Donc ces rayonnements-là, on les appelle les rayonnements alpha. On a aussi les rayonnements bêta-, donc ce sont des électrons. Et ça, les isotopes qui émettent ce type de particules, on va plutôt les utiliser pour détruire un tissu, donc pour de la thérapie. Pour du diagnostic, on va utiliser des radioéléments qui émettent des ondes électromagnétiques. Donc ça peut être le rayonnement gamma ou ça peut être, alors c'est une petite particularité, la particule bêta+. Donc la particule bêta+, c'est un électron positif qui va être émis, mais qui va aller vraiment très très peu loin dans la matière. Et très vite, il va se transformer en ondes électromagnétiques. Et donc finalement, ce qu'on va détecter, ce sont ces ondes électromagnétiques à l'extérieur du patient. Donc nous, en particulier, on s'intéresse surtout aux médicaments radiopharmaceutiques qui sont utilisés en diagnostic.
Donc si on replace un petit peu donc, le diagnostic en médecine nucléaire, donc c'est ce qu'on appelle la scintigraphie, si on replace un petit peu la scintigraphie au milieu de toutes les autres techniques d'imagerie médicale, vous avez donc les techniques d'imagerie qui n'utilisent pas les rayonnements ionisants, comme l'échographie, l'endoscopie, l'IRM, et vous avez les techniques d'imagerie qui utilisent des rayonnements ionisants, donc avec la radiographie, le scanner. Donc là, on parle d'imagerie par transmission parce que la source de rayonnement est à l'extérieur du patient. Les rayonnements vont traverser le patient et on va les détecter donc à la sortie. En revanche, pour la scintigraphie, on parle d'imagerie par émission puisque la source de rayonnement ionisant va être à l'intérieur du patient. Donc je vous ai mis quelques petites images pour illustrer. Et on a une autre façon en fait, de classer ces différents types d'imagerie médicale. On distingue aussi ce qu'on appelle l'imagerie morphologique. Donc l'imagerie morphologique, c'est un type d'imagerie qui va vous donner une image anatomique de vos organes, etc. Vous allez voir une image résolue de vos organes. Et on oppose à ça ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle. L'imagerie fonctionnelle, ça va être une technique d'imagerie qui va vous renseigner sur le fonctionnement d'un organe. Donc par exemple, la radiographie, le scanner, c'est vraiment de l'imagerie morphologique anatomique. En scintigraphie, comme on a un médicament radiopharmaceutique qui va aller se fixer sur un organe en particulier et qui donc va nous donner un renseignement sur son fonctionnement, on parle d'imagerie fonctionnelle. Et donc si, pour illustrer un petit peu aussi d'une autre façon ces deux types d'imagerie, par exemple là si on prend un Où est Charlie, donc là si je mets une image d'Où est Charlie en imagerie anatomique, donc vous avez une image qui est très bien résolue, qui est très belle, mais si je vous demande là maintenant Où est Charlie, vous allez mettre un petit peu de temps à le trouver. En imagerie fonctionnelle, donc là pour le coup l'image elle va être moins jolie, elle va être beaucoup plus floue. Par contre, grâce à notre médicament radiopharmaceutique, on va très très bien savoir le situer. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir coupler les deux modalités, puisqu'on va pouvoir superposer ces deux images, et là, on a nos deux renseignements. On va savoir où est allé notre médicament, et grâce à l'image anatomique, on va pouvoir situer précisément où il est allé. Donc c'est ça qui est très intéressant. Et c'est ça la scintigraphie. La scintigraphie, le principe, c'est qu'on va injecter un médicament radiopharmaceutique à un patient, on va attendre un certain temps que notre médicament il aille au niveau de l'organe qu'il cible, puis on va passer le patient sous ce qu'on appelle donc une gamma caméra. Et donc une gamma caméra, c'est composé de, donc de deux têtes ici qui vont détecter les rayonnements qui sont émis par notre isotope radioactif. Et sur la même caméra, vous avez également une partie scanner, et donc en fait le patient va passer au milieu de tous ces détecteurs et on va pouvoir directement avoir ces deux images qu'on va ensuite pouvoir superposer pour avoir donc nos deux informations. Donc là, je donne l'exemple par exemple d'un examen qui est réalisé en pratique courante donc, à l'hôpital, c'est la scintigraphie osseuse. L'objectif de la scintigraphie osseuse, ça va être de rechercher un foyer infectieux au niveau osseux ou par exemple d'une tumeur osseuse, un remaniement osseux, etc. En fait, on a un traceur qui est capable de se fixer dans les régions où on fabrique de l'os. Et donc, quand on cherche par exemple une métastase osseuse d'un cancer, eh bien, ce traceur il va aller vraiment se fixer au niveau des métastases. Donc le principe de la scintigraphie osseuse, c'est que d'abord on va injecter notre traceur, on va attendre un certain temps que notre traceur se fixe au niveau des os, puis on va passer le patient sous la caméra. Donc là, je vais vous donner des petits exemples d'images. Alors là, c'est des images d'individus sains. Donc là, on voit la fixation physiologique de notre traceur, parce que bien entendu, l'os, c'est un tissu qui est en perpétuel renouvellement, et on a des endroits où continuellement notre squelette est en reconstruction permanente. Donc en fait, on a une fixation qui est physiologique de notre traceur, donc on voit beaucoup, on va voir beaucoup les vertèbres ici, les os iliaques, etc. Donc si par contre on prend l'image d'un enfant, donc un enfant il est en pleine croissance, et donc ce qu'on va voir ici, ce sont les cartilages de croissance qui sont situés à l'extrémité des os longs. En revanche, dans le cas de métastases cancéreuses, eh bien, on va voir tout de suite qu'il y a une fixation qui est anormale. Donc en fait, un médecin nucléaire, il va comparer sans arrêt les images, donc il a toujours en tête la fixation physiologique de notre molécule, et il va comparer avec ce qu'il observe. Donc là, ici, on voit bien qu'au niveau des côtes, ici, au niveau des crêtes iliaques, etc., il y a beaucoup de fixation, et là il y a beaucoup de métastases, donc on va pouvoir repérer ces métastases donc bien plus facilement que donc en faisant simplement un scanner.
Donc qu'est-ce que le métier de radiopharmacien? Donc le radiopharmacien, la radiopharmacienne, c'est le pharmacien qui s'occupe de la gestion, de l'achat, de l'approvisionnement de tous ces médicaments radiopharmaceutiques. Il va également valider les prescriptions, puisque donc, le médecin nucléaire va prescrire ces médicaments, et donc le pharmacien va valider que donc ils sont correctement prescrits, que c'est le bon médicament, que c'est la bonne posologie, etc. Et bien sûr, il s'occupe de toute la préparation et du contrôle qualité de ces médicaments radiopharmaceutiques, puisqu'ils ne sont pas, alors certains, dans de rares cas, sont livrés, entre guillemets, prêts à l'emploi, mais la plupart du temps, en fait, nous, on a notre radionucléide, notre molécule, et il va falloir qu'on fasse la réaction chimique pour fixer notre radionucléide sur notre molécule. Donc c'est ça la préparation des médicaments radiopharmaceutiques. On a aussi une activité de radioprotection, puisque donc, la radioprotection, c'est le fait de se protéger des rayonnements ionisants, donc ce qui est le cas pour tous les travailleurs qui sont exposés aux rayonnements ionisants, et également une activité donc, de gestion des déchets radioactifs dus à cette activité. Donc un médicament radiopharmaceutique, comme je le disais tout à l'heure, c'est un isotope radioactif et un vecteur. Donc l'isotope radioactif, c'est ce qui va nous permettre de détecter où est allé notre médicament, et le vecteur, c'est ce qui va amener l'isotope au niveau de son organe cible. Donc la combinaison des deux va nous donner notre médicament radiopharmaceutique. Alors là, ce sont quelques exemples de molécules qu'on utilise en pratique courante. Donc elles sont assez variées et en fait, il y a beaucoup de molécules différentes qui ont des spécificités pour différents organes. On a des traceurs qui vont nous permettre de suivre le trajet de l'urine, de voir si par exemple il y a un rein qui fonctionne un peu plus que l'autre. On a des traceurs qui sont des traceurs cérébraux, des traceurs cardiaques. En fait, la médecine nucléaire, c'est vraiment à la frontière de plein de disciplines médicales différentes. Et donc on a de nombreuses molécules. Et donc si on regarde un petit peu de plus près ces molécules, on a différents radionucléides. Là par exemple on a des molécules qui sont marquées avec du technétium. Ici on a une molécule qui est marquée avec du fluor, ou là encore on a un anticorps marqué avec du zirconium. Donc ce sont des radionucléides différents. Et donc ils n'auront pas la même chimie, parce que la radiopharmacie c'est aussi de la chimie. Puisqu'on ne va pas fixer de la même façon un métal sur une molécule ou un halogène, donc ça ne va pas être le même type de réaction. Et donc c'est ça tout le travail qu'il faut faire en amont pour arriver à mettre au point toutes ces réactions-là. Donc qui dit radioélément dit décroissance radioactive, puisque la radioactivité, ça décroît. Et donc ce qui est important, c'est la notion de demi-vie. La demi-vie, c'est le temps que va mettre, donc quand on a une quantité fixe d'éléments radioactifs, eh bien, la demi-vie, c'est le temps au bout duquel notre nombre de radioéléments se sera désintégré de moitié. Donc, c'est-à-dire que quand on fabrique un médicament radiopharmaceutique, il faut penser qu'au bout d'une demi-vie, eh ben, il en restera plus que la moitié. Donc c'est toujours une notion avec laquelle il faut sans arrêt composer, puisqu'on travaille, donc la demi-vie, elle va être spécifique d'un type de radioélément. Et les radioéléments, donc ils ont des demi-vies variables, et donc ça peut être des demi-vies très longues et des demi-vies très courtes. Donc nous, on utilise plutôt des radioéléments qui ont des demi-vies courtes. Donc par exemple, si on prépare un médicament qui doit être injecté à 14 heures et qu'on le prépare à 8 heures, il va toujours falloir penser à en prévoir plus en fonction de la demi-vie. Donc ça, c'est pour illustrer un petit peu en pratique comment ça se passe. Donc la préparation des médicaments radiopharmaceutiques, ça se fait dans une enceinte blindée. Là, vous avez donc notre plan de travail. Donc ici, c'est ce qu'on appelle un activimètre. Un activimètre, c'est un appareil qui nous permet de mesurer la quantité de radioactivité qu'on aura mis dans notre seringue, puisque la particularité donc, en médecine nucléaire, c'est qu'on ne va pas prescrire des médicaments en grammes, en milligrammes, mais plutôt en activité. Donc on va prescrire des becquerels ou des curies, et donc il faut toujours vérifier, une fois qu'on a préparé une seringue donc pour un patient, eh bien qu'on a bien la bonne activité dans notre seringue. Donc ça se fait grâce à cet appareil ici, et la préparation à proprement parler, elle se fait là, donc dans des flacons qui sont dans des protège-flacons plombés, puisque donc il faut toujours se protéger de ces rayonnements. C'est pourquoi on travaille avec donc, des pinces ici pour éviter de manipuler le flacon à la main, etc. Et donc on essaie toujours de se protéger le plus possible de ces rayonnements. Donc avec quoi on se protège? Donc on se protège avec des écrans, notamment.
Et cette protection, elle va dépendre du type de radioélément qu'on manipule en fonction de l'émission. Donc si on a un radioélément qui est un émetteur de rayonnement particulier, donc on n'aura pas besoin d'une grosse épaisseur de plomb pour les arrêter. Donc par exemple, une particule alpha, une feuille de papier suffit. Une particule bêta-, avec du plexiglas, du verre, ça va fonctionner. Avec les rayonnements électromagnétiques, il faudra une certaine épaisseur de plomb. Donc les grands principes de la radioprotection pour se protéger de ces rayonnements ionisants, ça va être les écrans, comme j'en parlais, mais également la distance. On essaie dans la mesure du possible de s'éloigner le plus possible. C'est pourquoi on travaille avec notamment des pinces. Voilà, on essaie de ne pas manipuler les flacons comme ça, à la main. Et le temps, on essaie de travailler le plus rapidement possible. On a également un suivi, donc tout à l'heure on a vu qu'il y avait des personnes qui travaillaient à l'IRSN, donc c'est l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Donc en fait l'IRSN est en charge, entre autres activités, de donc s'assurer de la radioprotection de toutes les personnes qui travaillent exposées au rayonnement ionisant. Et pour cela en fait on porte ce qu'on appelle des dosimètres. Donc ce sont des petits capteurs qui vont en continu enregistrer la quantité de radioactivité, qui vont mesurer notre exposition quotidienne au rayonnement ionisant. Donc il y a un petit cas particulier, donc, qui est la grossesse. Pour toutes les travailleurs, les travailleuses exposées au rayonnement ionisant, lors d'une grossesse, on sait très bien que les rayonnements ionisants peuvent avoir des effets tératogènes, donc qui se traduisent par des malformations qui vont dépendre, dont le risque dépend du stade de la grossesse. Donc pour cela, la règle, c'est toujours en fait, une femme enceinte ne doit pas s'exposer plus que quelqu'un, on va dire, du public, c'est-à-dire un travailleur qui, en temps normal, n'est pas exposé au rayonnement ionisant. Donc, la règle, c'est que, enceinte, on ne s'expose pas à la radioactivité, on ne peut pas rentrer en zone contrôlée, donc c'est la zone où on manipule. Donc, je vous ai présenté la partie, on va dire, clinique de la radiopharmacie. Maintenant, je vais laisser la place donc, à ma collègue Anne-Sophie qui va vous parler de l'aspect recherche. Merci beaucoup Marie pour cette présentation. Et donc moi je vais plutôt insister. Donc vous avez vu que les médicaments radiopharmaceutiques en imagerie, ils sont très intéressants pour voir la fonctionnalité de certains organes. Il y en a qui ont été développés par l'industrie du médicament et qui sont vendus au service de médecine nucléaire. Moi maintenant, mon métier au niveau de la recherche, c'est d'essayer de trouver des nouvelles molécules pour mieux comprendre la physiopathologie des maladies. Et donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc, c'est un travail qui est tout d'abord assez long. Tout à l'heure, Marie vous a dit, pour être radiopharmacien, faut connaître la chimie. Donc oui, le départ d'un médicament radiopharmaceutique, comme quasiment tout médicament, c'est des molécules chimiques. Mais avant même la molécule chimique, c'est la cible qu'on veut traiter ou étudier. Ça peut être un récepteur au niveau du cerveau, ça peut être une cellule cancéreuse, donc il faut choisir une cible d'attaque. Soit, voilà, je vous ai dit une cellule cancéreuse, soit un récepteur au niveau du cerveau qui ne marcherait pas bien, par exemple. Ensuite, quand on a défini la cible sur laquelle on veut travailler, on va essayer de trouver des molécules, grâce à des chimistes, qui ont de l'affinité, donc qui vont se lier avec la cible qu'on veut étudier. Donc, on va avoir énormément de familles de molécules qui vont être testées in vitro, donc in vitro c'est en laboratoire, pour pouvoir trouver la meilleure molécule possible qui aura la meilleure affinité, qui pourra se lier le plus spécifiquement possible à la cible de notre choix. Ça, c'est un premier travail de laboratoire très important pour trouver une nouvelle molécule intéressante. Ensuite, après, nous, vous avez compris que là, on vous parlait d'imagerie, donc cette molécule, elle ne va pas servir à traiter une maladie, elle va servir à visualiser la fonctionnalité d'un organe ou d'une cellule. Donc, par exemple, je vous ai dit pour un récepteur, à visualiser s'il y a beaucoup de récepteurs dans le patient ou s'il n'y en a pas beaucoup. Pour la cellule cancéreuse, à visualiser si cette cellule, elle a, par exemple, aussi telle ou telle protéine à sa surface.
Donc pour pouvoir visualiser ça, vous avez compris que nous, notre technique ici en radiopharmacie, c'est d'ajouter sur la molécule chimique qui va se fixer sur la cible, un atome radioactif. Alors il faudra faire le bon choix sur l'atome radioactif, puisque en plus de la chimie, il faut qu'on soit aussi performant dans ce qu'on appelle la pharmacocinétique, c'est-à-dire le temps au bout duquel la molécule chimique in vivo va aller sur l'organe à étudier. Donc en fonction de ce temps, s'il est court ou s'il est long, on va choisir l'atome radioactif le plus intéressant et qui aura la demi-vie la plus adaptée. Ensuite, il va falloir réussir, ça c'est de la radiochimie, à mettre l'atome radioactif sur la molécule chimique. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est est-ce que tout le travail qu'on a fait, c'est-à-dire fabriquer la molécule radioactive, c'est intéressant, est-ce que je vais avoir des résultats intéressants? Pour le savoir, on va réaliser de l'expérimentation animale qu'on appelle des études précliniques. On va injecter souvent dans des modèles murins, donc des souris ou des rats, la fameuse molécule radioactive et on va regarder où est-ce qu'elle se distribue. Alors vous voyez ici par exemple, c'est un rat, on a injecté un nouveau radiotraceur. Donc on voit ici, donc là c'est des images dynamiques, là c'est le début de l'injection et là on est à 40 minutes après l'injection. Donc on voit qu'on a injecté dans la queue, que ensuite le traceur se distribue dans le cœur, dans les poumons et ensuite qu'il est éliminé au niveau des reins et qu'il réside aussi beaucoup au niveau de la rétine. Donc ça, ce type d'étude, ça va nous permettre de voir si la molécule va bien au niveau de la cible, par exemple, on pourrait dire ici les yeux, et si la molécule est éliminée assez rapidement. On en profite également pour faire des études qu'on appelle de safety, donc de sécurité, pour voir si la molécule ne présente pas de toxicité pour un être vivant. On en profite également, grâce à la pharmacocinétique, pour déterminer la dosimétrie de la molécule. La dosimétrie, c'est savoir si notre rat a pris beaucoup de doses radioactives ou pas, parce que vous savez, comme pour les médicaments, pour la radioactivité, le poison, c'est la dose. S'il y en a un tout petit peu, ça va nous permettre de faire l'image et avec une irradiation faible, d'avoir peu de dommages. Et donc, l'utilisation, le bénéfice de l'utilisation de la radioactivité est bien plus grande que le risque de développer un effet indésirable dû à la radioactivité. Donc là, cette étude de dosimétrie, elle va nous permettre de savoir si le risque d'utiliser le rayonnement il est acceptable ou pas. Donc une fois qu'on aura fait ces études, qu'on a vérifié que la molécule se fixe bien à l'endroit où on voulait et qu'elle est sûre et pas trop irradiante, on va passer à l'étape qualité pharmaceutique, on va essayer de la produire de manière qualitative comme si c'était un médicament. Donc là, ça demande encore plus de tests et de contrôles. On va vérifier notamment qu'il n'y a pas de solvant toxique à l'intérieur du mélange qu'on va injecter aux futurs patients. Si on va vérifier la stérilité du produit, puisqu'on ne veut pas inoculer un produit qui serait contaminé par des bactéries. Donc on va tout paramétrer pour avoir une production de ce médicament de qualité pharmaceutique. On va consigner toutes les consignes de production dans ce qu'on appelle un DME, c'est un dossier de médicament expérimental. Ce dossier de médicament expérimental, il va reprendre toutes les étapes, à la fois les étapes de production, mais il va également reprendre toutes les étapes de sécurité et de dosimétrie que l'on aura obtenues lors de l'expérimentation animale. Si tout s'est bien passé, on va envoyer ce dossier de médicament expérimental à l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, et ils vont valider la production et l'utilisation de ce radiopharmaceutique innovant, donc de ce traceur nouveau chez l'homme, dans le cadre uniquement d'essais cliniques. Alors, ce genre de travail, donc trouver une cible intéressante à imager, trouver des molécules chimiques innovantes qui ont de l'affinité pour la cible, ça ne se fait pas tout seul.
Et personnellement, moi je travaille au sein d'un LabEx qui s'appelle le LabEx IRON pour Innovative Radiopharmaceutical in Oncology et Neurologie, donc c'est financé par l'État. Et c'est un réseau de partenaires où il y a des radiopharmaciens, des radiochimistes, des biologistes et des médecins nucléaires. Vous voyez qu'on est répartis un peu partout dans toute la France, donc moi je suis à Toulouse ici, mais on travaille beaucoup avec les personnes de Tours, de Nantes qui pilotent ce projet, on a Caen, on a Strasbourg. Le but de ce LabEx, c'est de mixer toutes les forces vives dans cette thématique très très spécialisée et particulière pour développer des nouveaux radiopharmaceutiques innovants et faire aller plus vite la recherche fondamentale vers les essais cliniques pour qu'on puisse, grâce à ces radiopharmaceutiques innovants, faire des nouveaux diagnostics par cette technique qu'on appelle l'imagerie moléculaire. Et si jamais on utilise des isotopes, Marie vous en a parlé, qui émettent des rayonnements particuliers, faire plutôt de la thérapie au niveau du cancer. Le but de tout ça, c'est de développer une nouvelle médecine qu'on appelle la médecine personnalisée, puisque grâce à l'imagerie moléculaire, on va savoir si tel ou tel patient exprime telle ou telle cible, et donc on saura si donner tel ou tel médicament est pertinent en fonction de la cible qu'il exprime. Donc, ces techniques qui sont assez novatrices, parce que vous savez que là, on a plutôt des médicaments qui sont des médicaments de base. On a mal à la tête, on prend tous du paracétamol, on ne sait pas si on exprime le récepteur pour telle chose. Là, ça va permettre vraiment de cibler et d'orienter les patients vers ce type de thérapies qui vont être ciblées. Et lorsqu'on utilise des rayonnements particuliers, ça va aussi permettre de traiter des maladies tumorales qui étaient avant réfractaires au traitement. Donc, ce LabEx IRON, il est construit sur 4 task forces. Une task force biologie. Et donc, vous voyez que le métier de chercheur, ce n'est pas un métier, même dans la santé ou dans la recherche, ici qui est certes translationnel, mais on est aussi sur du fondamental. Vous voyez qu'en fait, c'est un réseau de plusieurs compétences qui sont mises à profit pour aller au but ultime, c'est-à-dire faire le radiopharmaceutique. Donc, la première task force ici, c'est la biologie. Je cherche la cible qui va me permettre de répondre à la question auquel je veux répondre. On a la deuxième task force qui correspond à la physique, à la chimie et la radiochimie. La physique, quel isotope, quelle demi-vie je vais utiliser. La chimie, quelle molécule aura de l'affinité. On a la task force 3, la task force radiopharmacie, qui va permettre de produire donc, ces molécules chimiques de qualité pharmaceutique et qui va les tester chez l'animal pour voir si ces molécules chimiques ont bien les propriétés qu'on pense in vivo, donc chez un être vivant. Et enfin, on a une quatrième task force, c'est la task force transfert clinique, où on va pouvoir tester ces radiopharmaceutiques innovants dans le cadre d'essais cliniques. Donc vous voyez, après, adossé à cette structure, on a plusieurs projets. Moi, je vais vous développer un de nos projets à titre d'exemple pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Je vais vous développer l'imagerie de la neuroinflammation. Donc, au sein du LabEx IRON, on a beaucoup travaillé sur un médicament radiopharmaceutique qui s'appelle le DPA714, qui est un médicament expérimental et qui est radiomarqué avec du fluor 18. Le fluor 18, c'est l'isotope radioactif. Ce DPA714, il a de l'affinité pour la TSPO. La TSPO, c'est une protéine qui est exprimée au niveau des mitochondries. Alors là, vous avez le DPA714 ici, et ça a de l'affinité pour le TSPO. Le TSPO, ici, il est exprimé très faiblement au niveau basal dans le système nerveux central, il est exprimé au niveau de la membrane des mitochondries. Et au niveau de la membrane des mitochondries, de la microglie, c'est des petites cellules immunitaires qui sont uniquement au niveau du système nerveux. Lorsque cette microglie est activée, notamment lors d'une inflammation, il va y avoir une réaction qui va faire que la mitochondrie de cette microglie va exprimer beaucoup plus de TSPO, qui est appelé ici sur ce schéma PBR parce que le TSPO a deux appellations, TSPO et PBR. Donc, vous voyez que les petits trucs bleus ici, ils sont exprimés de manière beaucoup plus importante. Ça c'est en fait une correspondance à l'inflammation. C'est corrélé avec l'inflammation. Plus il y a de l'inflammation et plus il y a
de petits trucs bleus et donc de TSPO. Nous, avec notre molécule, on est capable de voir chez un être vivant si, au niveau du cerveau, il y a ces mitochondries qui expriment plus, et donc s'il y a de l'inflammation. Alors à quoi ça va nous servir ? Ça va nous servir à répondre à plein de questions. Et on en a plein des questions quand on fait de la recherche. Donc ça va nous servir, par exemple, dans la maladie d'Alzheimer. Est-ce qu'il y a un rôle de l'inflammation dans la maladie d'Alzheimer ? Est-ce qu'il y a de l'inflammation en précoce, avant les premiers symptômes ? Est-ce que l'inflammation est tardive ? On ne sait pas. Est-ce que ça vaudrait le coup de donner des anti-inflammatoires ? On ne sait pas. Là, ça va nous permettre de répondre à une question. Est-ce que les patients qui sont dans le coma, est-ce que, on sait qu'il y a souvent de l'inflammation cérébrale, est-ce que l'inflammation, elle est prédictive du réveil ? Est-ce que plus il y a de l'inflammation et plus, statistiquement parlant, il y a de chances pour que le patient se réveille ? Question. Avec ce type d'outil, parce que là, le radiopharmacien il crée un outil, on va peut-être être capable de répondre. Est-ce que dans la dépression, donc les gens dépressifs, est-ce qu'il n'y aurait pas une composante inflammatoire ? On pourrait répondre à ça avec ce type d'outil. Est-ce que dans la Covid, parce que c'est un sujet d'actualité, c'est celui-là que je vais développer, les personnes qui font un Covid long et un Covid neurologique sévère, est-ce qu'il y a de l'inflammation cérébrale ? Est-ce que ça joue un rôle ? Donc par exemple, nous, à Toulouse, on fabrique ce DPA 714, et donc cette molécule, elle a intéressé beaucoup nos amis réanimateurs au CHU de Toulouse, et donc ils ont lancé un appel à projet, et ils ont eu des financements pour faire un essai clinique qui s'appelle Brainstorm. Parce que nos réanimateurs, ils ont observé que 50% des patients en réanimation qui étaient admis pour des formes graves de Covid, ils présentaient un délirium quand ils se réveillaient. C'est quoi un délirium ? Un délirium, c'est un état de confusion, des difficultés à s'exprimer, des troubles de mémoire, de l'attention. Alors la question, c'est ce délirium, vous savez que sur le Covid, on ne sait pas grand-chose, on se demande vraiment à quoi il est dû. Grande question. Et on a cet outil, le DPA 714. Alors, les questions de nos réanimateurs, c'était celle-ci. Est-ce que le délirium, il ne serait pas dû au virus dans le cerveau ? Est-ce que c'est une infection ? Mais ils avaient une deuxième question. Ils disaient, est-ce que, au final, le délirium, ce ne serait pas plutôt dû à un orage inflammatoire ? Parce que si vous avez un peu regardé ce qui se passe dans le Covid, au niveau des poumons, ce qui pose un énorme souci, c'est l'orage inflammatoire qui provoque une énorme sécrétion de mucosité et qui propose une grosse insuffisance respiratoire. Donc ça fait partie aussi du mécanisme, l'inflammation dans la Covid. Donc on se demande, est-ce qu'il n'y a pas aussi une inflammation cérébrale ? Et avec cet outil-là, on pense qu'on va pouvoir avoir au moins un élément de réponse. Alors cet essai vient juste de commencer, on n'a fait que 3 patients. Je vais vous montrer quelques images. Donc là, c'est un scanner. On voit l'image morphologique, donc c'est un cerveau. Il est coupé comme ça et on le regarde de dessus. D'accord ? Au centre, il y a le LCR. À droite, au milieu, maintenant, vous avez l'image de TEP au DPA 714, donc l'imagerie fonctionnelle. Et plus c'est une image claire, donc plus c'est jaune, et plus il y a une accumulation de DPA 714. Donc si on fusionne les deux images, on se rend compte qu'on a l'impression qu'il y a une petite accumulation au niveau des thalamies. Alors évidemment, là, c'est qu'un patient. On ne sait pas si ça sera identique pour tous. Est-ce que ce sera les mêmes localisations ? Est-ce que c'est tous les patients ? Là, il y a encore beaucoup d'interrogations. Mais voilà, grâce à ce type d'outil, on va être capable de répondre à des questions. Donc vous l'avez compris, le radiopharmacien, il crée des outils grâce à des sciences fondamentales, grâce à la chimie, grâce à la physique, grâce à la biologie. Alors concrètement, comment on fait maintenant pour le fabriquer ? Donc pour le fabriquer, je vais vous prendre ici l'exemple du DPA 714 encore une fois. On a l'immense chance au CHU de Toulouse de posséder un cyclotron. Un cyclotron, c'est un accélérateur de particules. Il va nous permettre de fabriquer la matière première, c'est important, radioactive, pour ensuite fabriquer le médicament radiopharmaceutique. Ici, en l'occurrence, la matière première, c'est du fluor 18. C'est un émetteur bêta+, de positons, et il a une demi-vie de 2 heures. Donc, premier challenge, on arrive à fabriquer l'isotope radioactif. Deuxième challenge, il va falloir mettre cet isotope radioactif sur la molécule que mes amis chimistes ont fabriquée, donc le précurseur du DPA 714.
Et pour pouvoir réussir à faire ça, il va falloir que je parte avec beaucoup de radioactivité parce que tout le fluor ne va pas réussir à se mettre sur la molécule. Donc, pour que je ne m'irradie pas trop, j'utilise ce qu'on appelle un automate de synthèse. Alors là, vous avez un exemple d'automate, donc c'est une certaine marque, mais il en existe d'autres. Et donc, c'est là où je rejoins mes amis de l'informatique. Je vais programmer les différents mouvements de mon automate. Et cet automate, lui, va rajouter de la base, de l'acide. Je vous ai dit que c'était de la chimie. Donc, rajouter divers éléments pour que, au final, le fluor s'intègre sur la molécule chimique. Vous voyez, on a aussi besoin du numérique et j'aurais pu le rajouter dans cette présentation. Une fois qu'on a réalisé le radiomarquage, on va envoyer la molécule purifiée dans une hotte blindée où on va faire ce qu'on appelle la mise en forme, c'est-à-dire qu'on va stériliser, on va vérifier tous les éléments et ensuite on va contrôler la qualité du produit. Une fois qu'on a fait toutes ces étapes, on va administrer le médicament radiopharmaceutique pour faire la fameuse image que je vous ai montrée. Voilà. Alors tout ça, ça paraît bien. Je vous rappelle que le fluor 18, ça a une demi-vie de 2 heures. Donc en fait, ça, il faut que ce soit fait en 3-4 heures maximum, donc on part de beaucoup, pour pouvoir avoir assez de radioactivité pour ensuite faire une dose pour un patient. Donc c'est un challenge, on ne peut pas préparer un jour et injecter le lendemain ou le surlendemain, on n'en a plus de la radioactivité. Donc c'est aussi un petit challenge en soi. Donc notre but ici, au final, c'est de mieux comprendre les pathologies, parce que pour mieux soigner une pathologie, il faut comprendre ces mécanismes, et grâce aux radiopharmaceutiques, on va avoir les moyens, on va avoir des outils qu'on va mettre à disposition des cliniciens pour mieux comprendre les pathologies et faire des diagnostics. Donc on est vraiment là dans le concept de médecine personnalisée qui est en train d'émerger. Donc, pour revenir un petit peu dans le monde hospitalier, donc là on va quitter un peu la recherche, je vais juste résumer un peu ce qu'on vous a dit et quels étaient les différents types de médicaments qu'on peut avoir en radiopharmacie. Donc au niveau de l'hôpital, en activité hospitalière, on va faire des scintigraphies avec des médicaments ayant l'autorisation de mise sur le marché. En recherche clinique, on va utiliser des médicaments expérimentaux qui ont été validés par les autorités compétentes, l'ANSM, et donc l'ANSM a autorisé l'administration chez l'homme. Et en recherche fondamentale, on va avoir des molécules chimiques qu'on va radiomarquer, qu'on va tester et qu'on va développer, notamment en recherche préclinique. Donc, vous voyez mon métier. Donc, je vous ai dit au départ, je suis MCUPH. Donc, maître de conférence, il y a de l'enseignement. Alors, qu'est-ce que j'enseigne ? J'enseigne la biophysique, au final, la physique des rayonnements. Je vais aussi faire beaucoup de recherches. Donc, vous avez vu ma thématique de recherche, c'est essayer de trouver des nouveaux radiopharmaceutiques innovants grâce notamment au réseau Iron. Et je vais également avoir une activité hospitalière sur les scintigraphies. En termes de formation maintenant, parce que c'est important de savoir comment on en arrive là. Donc, le cursus pour être radiopharmacien, c'est d'abord faire pharmacie. Donc, pharmacie, c'est la première année d'études en santé. Okay. Ensuite, les années de pharmacie. Et au bout des années de pharmacie, on va passer ce qu'on appelle un concours qui s'appelle le concours de l'internat. Le concours de l'internat, ça va vous permettre d'avoir la possibilité de choisir des options. L'option soit biologie médicale, donc ça c'est pour travailler dans les laboratoires d'analyse médicale. L'option pharmacie hospitalière. Le radiopharmacien, lui, il va travailler dans la pharmacie hospitalière. Okay. Donc l'internat, combien de temps ça dure ? Ça va durer 4 ans pour un pharmacien hospitalier classique et 5 ans pour un radiopharmacien. Donc c'est la formation un petit peu la plus longue pour le cursus pharmaceutique. Donc, comment se passe la formation ? Donc, une fois qu'on a notre formation de pharmacien, on va dire basale, formation commune de base, pendant l'internat, on va aller se former à l'INSTN, donc l'Institut national des sciences et des techniques nucléaires, qui se situe au CEA, donc à Saclay, pas très, très loin d'ici, en banlieue parisienne. Donc, lors de cette formation, on va avoir des cours en physique nucléaire et en rayonnement ionisant, ça paraît pas aberrant puisque c'est des isotopes qu'on va utiliser. On va avoir une formation en dosimétrie, radiobiologie et radioprotection.
une formation en méthodologie et notamment aux méthodes de radiomarquage et en chimie, et une formation de radiopharmacie clinique. Donc vous voyez qu'au final, c'est une formation théorique qui est extrêmement complète, avec tous les domaines de compétences qu'on va utiliser. En plus de cette formation théorique, on va avoir une formation pratique, puisqu'on demande à l'étudiant en radiopharmacie de faire plusieurs semestres, donc plusieurs stages d'internat au sein d'un service de radiopharmacie agréé. Et là, il va y avoir une formation pratique où il va apprendre à manipuler les rayonnements ionisants, à travailler avec les mains dans la hotte, à travailler aussi potentiellement sur des automates de synthèse. Et donc, il va vraiment acquérir une expertise dans ce domaine. Donc, une expertise technique, pratique, et une expertise théorique grâce au cours de l'INSTN. Donc, si on veut parler de mon expérience personnelle, vous allez voir que c'est des études qui sont quand même un petit peu longues. Puisque moi, j'ai fait un double cursus dont Marie va vous parler, mais donc j'ai fait un Master 1, un Master 2, j'ai fait donc la fac de pharmacie et ensuite l'internat que j'ai terminé en 2012. J'ai fait le desk de radiopharmacie en 2013, donc c'est ma 5e année, maintenant c'est la 5e année d'internat, avant ça se faisait l'année d'après. Et ensuite, je me suis destinée à faire plutôt de la recherche dans ce domaine. Et pour faire de la recherche, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut avoir une thèse d'université. Et donc j'ai passé ensuite 3 ans dans une unité INSERM pour faire ma thèse de sciences, donc que j'ai terminée en 2015. Et pour enseigner, on m'a également demandé d'obtenir un diplôme universitaire de pédagogie médicale. Donc vous voyez beaucoup de diplômes, et au milieu de ma thèse, vous voyez qu'il y a aussi un diplôme pour l'expérimentation animale, puisque les molécules qu'on fabrique, il faut aussi les tester chez l'animal pour voir si elles fonctionnent. Donc vous voyez un parcours assez long, mais très riche, puisque ça permet d'avoir beaucoup d'expérience, une expérience en santé, une expérience en sciences. Donc, vous voyez, le nom de l'école doctorale, ça ne vous parle pas beaucoup, c'est école doctorale JET. JET, c'est génie électrique et électronique des transmissions. Donc, ça peut porter à rire, mais en fait, au final, je fais aussi de l'imagerie médicale. Mes médicaments servent à faire de l'imagerie, et c'est pour ça qu'on est sur de l'électronique et de la transmission du signal. Alors, je vais laisser la parole pour terminer à Marie qui est actuellement doctorante et qui va vous parler de la difficulté du double cursus qui est extrêmement enrichissant mais qui est long. Oui, donc brièvement, en fait, ce qui est dans les études médicales, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut allier à la fois la pratique clinique et la recherche. Et donc forcément, qui dit recherche dit de faire le parcours licence, master, doctorat classiquement. Alors ce qui est difficilement compatible avec des études de médecine par exemple ou de pharmacie, puisqu'on peut se dire mais on ne va pas faire 16 ans d'études, c'est quand même beaucoup trop long. Donc en pratique, comment ça se passe pour faire donc, ce double cursus? Donc en fait, pour devenir radiopharmacien, donc on fait le cursus de pharmacie. Donc pour la licence, on n'a pas à aller en licence. On obtient finalement des équivalences parce que avec notre premier et deuxième cycle des études pharmaceutiques, ça nous valide une licence. Pour le Master 1, il y a aussi un petit peu de facilité parce que du coup, on va pouvoir valider des UE supplémentaires pour avoir une équivalence de Master 1. Après, pour le Master 2 et le doctorat, il va falloir, c'est sûr que ça se fait donc, c'est bien de le faire. Alors, il y a des personnes qui finissent leur cursus classique de pharmacien et qui vont entamer après un Master 2 et un doctorat où ils vont arrêter, on va dire, leur pratique hospitalière de routine pour se consacrer pleinement à leur doctorat pendant 3 ans. Donc ça dépend des opportunités. Mais après, il y a aussi la possibilité de le faire en parallèle, c'est-à-dire que, donc personnellement, moi j'ai interrompu juste mon internat pendant 1 an pour faire mon Master 2 et mon stage de Master 2. Et pour mon doctorat, donc, je le fais en parallèle de mon activité hospitalière. Donc c'est sûr que c'est très chronophage et c'est pas parfois toujours évident de sauter d'une activité à une autre. Et en plus, c'est vraiment pas le même type d'activité. À l'hôpital, c'est vrai que on est beaucoup dans la productivité, il faut se dépêcher, etc. C'est différent, alors que le doctorat, ça nécessite quand même... Alors c'est sûr qu'il y a des journées où quand on va faire des manips, ça va être aussi... on va être vraiment dans le jus, mais ça nécessite quand même de se poser un peu plus
pour réfléchir à son sujet, etc., pour écrire aussi. Et donc c'est vraiment pas le même type d'activité. C'est vrai que c'est pas toujours évident de passer de l'une à l'autre comme ça. Mais justement, ce que je trouve bien, moi, c'est que c'est super enrichissant parce que donc on a l'opportunité de travailler sur des sujets de recherche, de mettre au point des médicaments innovants, etc. Et en même temps, ça permet aussi de revenir à l'hôpital en milieu de semaine et de remettre un petit peu les pieds sur terre en voyant des patients, etc. Et puis en continuant d'exercer son activité clinique. Et c'est ce que je trouve super enrichissant en fait, d'avoir les deux activités qui sont très très complémentaires. Et voilà, donc c'est vrai que ça peut faire un peu peur parce que parfois on se dit oh là là, ça fait quand même beaucoup d'années, mais ça se fait au fur et à mesure. Et puis au final, on arrive toujours à imbriquer les deux. Donc voilà, c'est un cursus très enrichissant. Voilà. Alors, on vous remercie pour votre attention. Voilà, donc vous avez compris, on est des passionnés. On aime beaucoup ce qu'on fait et même si ça a pris beaucoup de temps pour en arriver là, on est très contente d'avoir pu vous parler de ce métier qui est assez méconnu. Alors, on est prête pour des questions, si les questions il y a. Est-ce que vous avez des questions? Non. Oui. Merci. Bonjour tout le monde. Merci pour votre présentation, c'était très enrichissant aussi. Et j'avais deux questions à vous poser. Alors, pas forcément sur le contenu, mais plutôt sur vous, un petit peu aussi. Je voulais savoir, vous êtes encore dans le milieu des étudiants, et vous donnez des cours de doctorantes aussi, c'est ça, donc vous côtoyez encore des étudiants et des étudiantes. Quel pourrait être le profil en fait des étudiants et des étudiantes que vous côtoyez et imaginez que par exemple je sois enseignant et que j'ai des classes de terminale et que je dois leur proposer les guider en fait sur ce genre de parcours avec les choix qu'il y a à faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous conseilleriez? Et j'ai une deuxième question, j'en profite, concernant l'accessibilité des soins. Ou les différentes thérapies, où j'ai pas eu l'opportunité encore de me faire détecter des pathologies, mais vous parliez de personnalisation des médicaments ou ce genre de choses, mais au final, est-ce que niveau, je parle en fait de prix, hein, tout simplement, est-ce que c'est accessible? Parce qu'avec tous les moyens qui sont mis en œuvre derrière, là on parle c'était pas un synchrotron, c'était un cyclotron, pas mal de radioactivité, ce genre de choses. Au final, ça revient peut-être aussi un peu cher, donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Voilà, merci. Ok. Alors, je vais répondre à la première question tout d'abord. Donc, pour ce qui est du profil des jeunes qui souhaiteraient s'orienter vers ce type de cursus, c'est clairement donc un cursus scientifique avec une appétence pour la chimie et la physique, mais aussi la biologie. Et il faut que les personnes qui veuillent s'orienter sur ce genre de cursus soient quand même, comment dire, capable de passer la fameuse barrière du concours de... Alors, je ne devrais plus dire concours, on dit examen classant. Donc l'examen classant de première année qui est extrêmement sélectif. Mais vraiment après en termes de profil, on est vraiment sur des personnes qui aiment beaucoup le côté physique-chimie. Clairement, voilà. Et il y a aussi un côté... Alors pour la radiopharmacie, c'est très très spécial parce que la pharmacie, c'est pas trop ça, mais il y a vraiment un énorme côté technique aussi dans notre travail que moi j'apprécie particulièrement parce que j'aime travailler avec mes mains, mais qu'il y a rarement dans ces métiers, on va dire, où on fait de la recherche fondamentale. C'est vrai que si on peut faire de la paillasse, mais là il y a un énorme côté technique même sur le côté hôpital. Donc des gens qui aiment la physique, la chimie et qui aiment bien travailler de leurs 10 doigts. C'est ça le profil en fait. Je ne sais pas Marie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, non, c'est ça. Bon après, on se dit jamais, quand je serai grand, je ferai tout ça. C'est comme, ça rejoint ce qui a déjà été dit plus tôt. En fait, c'est un parcours qui se fait un petit peu, moi je sais que personnellement, j'ai toujours fait ce que j'avais envie au moment. Je me suis dit,
j'ai envie de faire des études de pharmacie, ça me plaît, etc. Puis j'ai eu l'occasion, je ne connaissais pas du tout la radiopharmacie parce que c'est une discipline qui, même parmi les pharmaciens, est assez méconnue en fait, parce que c'est vraiment une surspécialisation particulière. Et en fait, c'est en faisant tout simplement un stage hospitalier que je me suis dit, ah oui, c'est sympa. Bah tiens, je vais peut-être faire ça. Je m'étais engagée déjà à passer l'internat, je ne savais pas encore trop vers quoi j'allais me diriger, puis je me suis dit, bah tiens, je vais faire ça. Et puis bon, bah, de fil en aiguille, je me suis dit, bah tiens, faire un peu de recherche, c'est aussi super dans cette discipline. Et puis bon, bah, petit à petit, on s'oriente. Donc c'est ça, c'est vrai que ça peut faire un peu peur parce qu'on se dit, oh là là, il y a beaucoup d'années, mais en fait, enfin, je trouve que je ne sais pas quelle est l'expérience des autres personnes qui ont fait, qui sont allées jusqu'au doctorat, mais enfin, ça se fait vraiment progressivement. Et en fait, le tout, c'est juste de faire ce qu'on a envie, en fait, et enfin, voilà, de toujours être motivé par ça. Je suis dans le même cas que toi, hein. C'est venu petit à petit, hein. Moi, j'ai hésité au départ pour pharmacie entre de l'ingénierie et pharmacie. Je me suis dit, ah, la science du médicament, ça m'intéresse. Ensuite, après, faut savoir que pharmacie, on voit beaucoup le pharmacien d'officine, mais il y a énormément de métiers qui sont disponibles avec le diplôme de pharmacien, que ce soit dans l'industrie, à l'officine, à l'hôpital, dans le market, dans la recherche et développement, dans la production. C'est vrai que même dans l'information médicale. Donc c'est vrai que c'est un panel de métiers. C'est vrai que généralement on est rarement déçu d'être parti là-dessus parce qu'on trouve toujours un petit truc sur lequel on se raccroche qui nous plaît beaucoup. Et moi, comme Marie, je ne connaissais pas la radiopharmacie avant de m'engager au niveau du cursus de l'internat. Et c'est mon premier stage d'internat qui m'a fait vraiment découvrir la spécialité. Et là, j'étais scotchée, je ne voulais plus rien faire d'autre. Voilà, donc c'est aussi d'avoir mis les mains dans le cambouis qui m'a dit c'est ça que je veux faire. Voilà. Donc ça c'était la première question. La deuxième question c'était sur les coûts. Ouais, sur l'accessibilité Et des soins. l'accessibilité. Alors bon, pour tout ce qui est pour tout ce qui est des examens de routine hospitalière, en fait, tout simplement, enfin, ça c'est accessible pour tous. Enfin, donc le TEP scan, par exemple, ce que les gens appellent vulgairement un PET scan, c'est un examen de médecine nucléaire. Donc là, c'est particulier, on utilise du sucre en fait radioactif puisque les cellules cancéreuses mangent beaucoup de sucre et donc en fait, ça va permettre de visualiser les métastases, etc. Donc ça, c'est des examens auxquels tout le monde a accès en fait. Donc il faut que ce soit en règle générale, donc c'est soit l'hôpital public. Après, il y a des centres privés aussi qui pratiquent ce type d'examen, mais c'est totalement remboursé. En fait, tout simplement, bon, après, à l'hôpital, c'est une sorte de forfait. En fait, la Sécu va rembourser le tarif d'une scintigraphie osseuse, etc. Après, pour les autres examens, on va dire, dont on a parlé plutôt en recherche, déjà, c'est dans le cadre de la recherche clinique. Donc, en fait, la sélection, ce n'est pas le patient qui va se dire « Ah, tiens, je vais participer à cet essai », puisque le but, c'est de trouver... Enfin, en fait, c'est les médecins qui vont recruter les patients, en fait. Les médecins, donc là, par exemple, pour le cas de l'essai Brainstorm, donc c'est les réanimateurs qui donc, ont observé que donc, en fait, le délirium, c'est ça, c'est que ça, chez les patients qui ont besoin d'être endormis pour pouvoir les faire respirer, etc. Donc c'est le principe de la réanimation. Ils se rendent compte que quand ils se réveillent, alors le délirium, ça n'arrive pas que chez les patients Covid, ça arrive chez d'autres patients, mais c'est vrai que chez ceux qui se réveillent après un Covid long, ils ont vraiment une grande proportion qui ont ce délirium. Et donc en fait, c'est les médecins réanimateurs qui se sont posés cette question. Donc bien entendu, avec une collaboration avec les médecins nucléaires, avec nous, voir la faisabilité de cet essai. Et maintenant, en fait, c'est tout simplement eux qui recrutent. Alors bien sûr, il y a un consentement parce qu'on ne recrute pas surtout des patients qui ont des troubles cognitifs, etc. En fait, ils vont donc repérer les patients qui seraient éligibles pour rentrer dans cet essai et après ils vont leur faire, donc ils vont contacter aussi, donc si c'est des patients par exemple qui sont dans le coma, bien sûr c'est la famille, c'est les proches qui vont donner leur accord pour participer à cette recherche, donc c'est un consentement éclairé. Et donc c'est vraiment, pour la recherche clinique, ça va vraiment être les médecins qui vont recruter en fait les patients et leur proposer de participer à l'essai.
Oui, après concernant le coût, donc évidemment dans le cadre de la recherche clinique, le coût est totalement pris en charge par l'essai. En fait, les médecins font des appels à projets en disant voilà, je veux faire telle étude, je sais que le médicament que je vais utiliser il va coûter tant. Donc il y a des appels de fonds généralement, soit c'est des fondations, soit c'est l'État. Et donc ensuite on peut réaliser l'essai clinique. Après, effectivement, la question se pose sur le passage en clinique des radiopharmaceutiques innovants. Alors, c'est une bonne question, mais il faut se dire que c'est une question qui se pose toujours dès qu'on parle de thérapie innovante, dans le sens où, par exemple, le FDG, qui est à l'heure actuelle le médicament le plus utilisé en TEP-scan, au départ, son prix était exorbitant. On disait, c'est pas possible, on va pas pouvoir l'utiliser, c'est trop cher, coûtait à peu près 1 200 euros la dose. Donc, 10 ans après, on est à 200 euros la dose. Donc déjà, il y a une baisse énorme parce qu'en fait, les industriels ont mis au point des process pour pouvoir fabriquer. Donc le FDG, c'est aussi avec un cyclotron. C'est pour ça que j'en parle. On mis des process pour pouvoir en faire beaucoup, pour en vendre de manière où ils puissent produire avec des coûts de production acceptables pour la société. En termes de médecine personnalisée, certes, du coup, ce ne sera pas une grosse molécule générique comme le FDG, parce que le FDG, c'est le diagnostic de tous les cancers. Ce n'est pas du tout spécifique. C'est vrai que la question des coûts se pose, c'est une question qu'on se pose beaucoup à l'hôpital aussi. Et on se dit qu'en fait, en faisant des process de production adaptés, on va peut-être, et on espère en tout cas pouvoir produire à des coûts acceptables pour pouvoir faire ce genre de choses. Mais oui, la question du coût, c'est une vraie question. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous d'être venus et puis merci pour cette conférence qui est très intéressante.